Regardez, c'est pour cela que la marine de Zepoil a bloqué les ports iraniens hier. Cette carte, en direct, surveille le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Aujourd'hui, 3 pétroliers auraient traversé sous plusieurs pavillons qui n'ont aucun lien avec l'Iran parce que ces ports sont bloqués. Il y en avait un qui naviguait sous pavillon chinois mais qui était parti de Dubaï, alors ils l'ont laissé passer. Le commandement central vient de publier de nouveaux chiffres sur le blocus. Nos forces sont là-bas. Plus de 10 000 militaires américains, plus de 100 avions et plus d'une douzaine de navires de guerre. J'observe l'USS Michael Murphy et l'USS Frank et Peterson Jr. dans le golfe Persique. C'est une armada. Ces navires interceptent l'embarcation, émettent un avertissement et montent à bord pour l'inspecter. Ensuite, elle peut être détenue, redirigée ou relâchée. Peter Doocy, correspondant principal à la Maison-Blanche. Harris, le président Trump a déclaré que le plus grand problème ce matin n'est pas seulement que les Européens n'aident pas Zewa dans le détroit d'Ormuz, mais qu'ils ne cèdent pas non plus eux-mêmes. L'Europe est désespérée pour obtenir de l'énergie, mais le Royaume-Uni refuse d'exploiter la mer du Nord, l'un des plus grands gisements du monde. C'est tragique. Aberdeen devrait prospérer, mais la Norvège profite en vendant du pétrole aux Britanniques au double du prix. Le Royaume-Uni a plus de puissance. Ce que fait la Norvège, et il faut forer maintenant, c'est absolument insensé de ne pas le faire. Assez avec les éoliennes. Et tout cela alors que le blocus de Zewa se poursuit. Nous avons un blocus. Ils ne font aucune affaire. Je ne voulais pas que des bateaux partent s'ils faisaient du commerce avec l'Iran. Sinon, aucun ne partait. Actuellement, le médiateur entre Zewa et l'Iran est Emmanuel Macron. Le président français affirme « Il est vital que le détroit d'Ormuz soit rouvert sans aucun frais ni restriction rapidement ». Ainsi, les négociations doivent être reprises avec les principales parties prenantes. Pendant ce temps, les démocrates américains mettent en garde contre la hausse des prix. Tant que les prix du pétrole alimenteront l'inflation, les taux d'intérêt resteront élevés plus longtemps. C'est le prix de la guerre avec l'Iran. Et le secrétaire à l'énergie, Chris Wright, a déclaré hier lors d'un événement de sémaphore qu'il faudrait un calendrier très agressif pour que les prix de l'essence baissent d'ici l'été, ce qui était l'objectif initial. Je vais lui poser toutes ces questions, Peter. Merci de me l'avoir rappelé, il sera dans l'émission avec toi. 2 autres membres de l'équipe de Trump arrivent ensuite. Le secrétaire à l'énergie Chris Wright avec le colonel retraité de la Marine, Mike Jernigan, de la Heritage Foundation. Je suis très heureuse que vous soyez ici. Quand j'ai montré cette carte de ce que nous avons autour de la zone du détroit d'Ormuz, qu'est-ce que cela nous dit sur le fait que l'Iran dise « Oui, peut-être que nous voulons revenir à la table des négociations ». Excellent graphique, Harris. Il y a environ 1600 navires dans le détroit d'Ormuz qui attendent de sortir et 800 qui attendent d'entrer, et ils ne viennent pas tous d'Iran. Le point intéressant, c'est que nous bloquons les ports, mais nous ne bloquons pas les voies navigables internationales. Donc, je suis content de voir que les navires sans lien avec l'Iran parviennent à sortir. Et pour répondre, oui, l'Iran goûte à sa propre médecine. Le mois dernier, nous avons appris qu'ils allaient pratiquement tout bloquer et imposer de fortes taxes à ceux voulant passer. Et maintenant, ils subissent aussi une pression économique. Comme je l'ai mentionné, nous recevrons le secrétaire à l'énergie, celui de l'Intérieur et l'administrateur de l'EPA dans l'émission All Together Live plus tard pour parler de cela et d'autres sujets. Je n'entrerai pas dans ce sujet maintenant, mais je pose la question concernant la pression sur l'Iran. Il s'agit de 435 millions de barils par jour selon le Wall Street Journal et d'autres sources. Qu'est-ce qu'ils perdent en ce moment à cause de tous les navires qui ne peuvent pas passer? Ils ont quelques navires bloqués à l'extérieur de leur propre port. Mais sans pouvoir transporter leur pétrole, ils ne peuvent pas le vendre. C'est exactement ça. Et l'application militaire de cela est exactement la question économique que tu as soulignée. Le gouvernement des États-Unis impose de nouveaux coûts très lourds aux citoyens iraniens qui n'existaient tout simplement pas auparavant. Le coût de vie américaine. Et donc, je suis heureux de voir, en tant que militaire, que nous utilisons notre puissance économique pour aider l'Iran à décider d'abandonner ses ambitions nucléaires. C'est intéressant que vous disiez cela. Selon votre expérience militaire et l'excellent service rendu au pays,
Qu'avons-nous bien fait dans cette situation? Parce que si l'Iran avait vraiment eu la capacité de prendre ce détroit, peut-être qu'il l'aurait fait, mais apparemment, il ne l'avait pas. Je vais répondre en deux parties, Harris. Pour la seconde partie, ils n'avaient peut-être pas les moyens de prendre le détroit. Ils ont dit avoir miné l'endroit, mais le week-end, les deux navires de guerre mentionnés dans la mission de liberté de navigation ont traversé le détroit et n'ont trouvé aucune mine. Les assureurs disent aux navires que le passage est trop coûteux. En affirmant la présence de mines, ils obtiennent le même effet que s'il y en avait réellement. Donc une chose est sûre, je pense que la fanfaronnade des Iraniens est démasquée, car ils n'en ont pas la capacité. Ensuite, dès les premiers jours de la guerre, nous avons détruit nombre de leurs batteries côtières et navires poseurs de mines. Comme l'une des premières étapes pour éliminer la marine iranienne, leur défense aérienne et leur capacité à lancer des missiles à courte portée, ce sont eux qui menaceraient le détroit. Encore une chose. Si nous voulons les coincer concernant l'uranium afin qu'ils ne puissent pas fabriquer une arme nucléaire, devons-nous intervenir pour la saisir? Avons-nous la puissance militaire nécessaire? Je crois que c'est votre réponse, mais cela concerne surtout la mission. D'accord. Eh bien, la réponse, encore une fois, comporte deux parties. Nous n'avons pas besoin de le prendre. Il suffit de s'assurer qu'ils ne l'obtiennent pas. Nous avons d'autres moyens pour éviter que cela n'arrive ou qu'un autre l'obtienne. Oui, les forces armées des Épirus Réeds au Arsatewas ont la capacité d'entrer et d'obtenir le matériel nucléaire. D'accord. Donc, il pourrait y avoir plus de planification à venir, c'est ce que j'ai compris. Alors, empêchez-les de l'obtenir. Fascinant. Colonel Jernigan, ravi de vous recevoir. Revenez quand vous voulez. Merci. Oui, avec Brent Sadler, capitaine de la marine à la retraite et membre de la Heritage Foundation. Emmenez-nous jusque-là, comme je vous ai partagé cet extrait de Mark Thiessen. Dans le Washington Post d'aujourd'hui, il dit « Trump renverse la situation dans le détroit d'Ormuz ». Le cessez-le-feu a donné au président l'occasion de changer la stratégie iranienne. Donc, si vous vous imaginiez là-bas, que pensez-vous que les capitaines attendraient? Je veux dire, il est possible, comme nous l'avons montré, qu'il y ait des navires qui soient arrêtés et abordés. Et ensuite, que se passe-t-il? Ravi d'être de retour dans votre émission. Excellente question. Il est raisonnable de supposer que les étapes de cette partie d'échecs ont été réfléchies et que les pièces ont été positionnées. Je veux dire, le cessez-le-feu, aussi fragile soit-il, a permis un réarmement, du repos, de la récupération et aussi la redirection des opérations navales et aériennes pour imposer ce nouveau blocus. Et plus important encore, on a littéralement vu, alors que les négociations s'effondraient ce week-end, les navires de guerre ouvrir une route de déminage, la fameuse route Q, afin que les navires puissent transiter en toute confiance. Et c'est cette confiance qui est essentielle pour réduire les taux d'assurance. Les 8 compagnies d'assurance à Londres, avec un peu de chance, commenceront à réduire les taux et le flux actuel de navires pourrait redevenir un véritable flot, relançant le marché mondial de l'énergie. Pendant ce temps, les affaires dans le golfe du Mexique ont connu une augmentation de 10% à 17%. Nous avons déjà mentionné que le détroit ne fait que 20 miles de large, mais si vous étiez sur la plage, vous ne verriez que 3 à 5 miles avant l'horizon. Cela fait 20 miles au total, ce qui représente une étendue d'eau considérable. Les Iraniens sont accusés d'avoir miné la zone. Vous n'avez aucune preuve, monsieur. Qu'en dites-vous? Mais ce que je veux dire, c'est que si vous prouvez que cela n'a pas été miné, oui, vous avez la possibilité de passer par cette route. Tout se résume à la confiance. Plus il y aura de navires qui passeront par là, plus la réalité démentira le mensonge selon lequel il y a tellement de mines et de menaces iraniennes que cela ne vaut pas la peine de traverser. Et vous commencez à voir cette confiance augmenter. À propos des Iraniens qui minent le détroit d'Ormuz, ils ont admis avoir posé des mines dans les eaux internationales. Cela viole le droit international ainsi que les conventions de Genève et de La Haye, constituant un crime de guerre avoué. Mais envoyer du matériel de déminage pour ouvrir une route, apparemment, c'est ce qui a été fait. Après inspection et vérification, c'est essentiellement ce qu'il faut pour que les navires puissent passer. Nous voulons instaurer un collectif nucléaire. Pour la suite, des discussions sont possibles sur place. En attendant, la vice-présidente Vance a évoqué ce qu'ils ont appris des Iraniens ce week-end. Nous avons vraiment beaucoup appris sur la façon dont les Iraniens négocient et pour cette raison, nous avons quitté le Pakistan. Nous avons constaté que cette équipe qui était là était incapable de conclure un accord et ils ont dû retourner à Téhéran.
Je crois que la balle est dans le camp des Iraniens en ce moment, car nous avons déjà mis beaucoup de choses sur la table. C'est donc à eux de répondre maintenant? Non. Je crois que les Iraniens essayaient de répéter ce qu'ils avaient fait en 2015, pensant que, pour des raisons politiques, les États-Unis avaient plus besoin de l'accord qu'eux. Et je pense, encore une fois, que ce régime à Téhéran a gravement mal jugé l'administration Trump. S'il y a une partie qui a besoin de cet accord, ce sont les Iraniens, et ils sont dans une position extrêmement faible lors des négociations. Il n'est donc pas surprenant qu'ils le fassent ou essaient de le faire. Et encore une fois, ils essaient maintenant de revenir rapidement à la table des négociations, peut-être au Pakistan, nous verrons. Mais il est clair que la pression doit être maintenue. En même temps, les États-Unis ne sont pas la partie qui doit céder ou faire des concessions. Ce sont les Iraniens qui, franchement, doivent le faire. Merci Brent Sadler pour votre participation et votre temps. Merci. Encore une journée. Comme on dit souvent, merci. Obrigado.